La secrétaire est entrée dans le bureau du patron millionnaire pour lui remettre un document. Elle est restée paralysée en voyant la photo de sa mère dans un cadre noir. Le papier froissé tremblait entre les doigts de Chloé Garnier, 28 ans, et voilà qu'elle se tenait devant l'immeuble le plus prestigieux de Paris, ses chaussures bon marché contrastant cruellement avec le marbre italien qui ornait l'entrée du Bellamy Groupe financier. L'adresse griffonnée à la hâte sur ce bout de papier représentait bien plus qu'un simple rendez-vous professionnel. C'était son dernier espoir. « Allez, Chloé, tu peux le faire », murmura-t-elle en lissant sa jupe noire, la seule tenue correcte qu'elle possédait encore. Dans sa poche, son téléphone vibra. Un message de sa mère. « Bonne chance, ma chérie, je pense à toi. » Marie, sa pauvre mère qui s'abîmait les yeux à coudre tard dans la nuit, sous cette lampe fatiguée de leur petit appartement de Brive-la-Gaillarde. 62 ans, et des mains déjà déformées par l'arthrite, mais qui refusait obstinément d'abandonner son travail de couturière. « Pour que tu puisses t'en sortir, ma puce », répétait-elle toujours avec ce sourire las qui brisait le cœur de Chloé. L'ascenseur la hissa jusqu'au 42e étage dans un silence feutré, à travers les parois de verre. Paris s'étalait sous ses pieds comme une maquette de luxe. Ici, on respirait l'argent, le pouvoir, cette assurance tranquille que confère une fortune séculaire. Tout l'opposé de leur petite vie provinciale où chaque euro comptait. Mademoiselle Garnier, la réceptionniste, une blonde impeccable aux ongles vernis rouge sang, lui adressa un sourire professionnel. « Monsieur Bellamy vous attend dans son bureau. Suivez-moi, s'il vous plaît. » Elles traversèrent un dédale de couloirs tapissés de boiseries précieuses. Des tableaux de maîtres ornaient les murs, témoins silencieux d'un raffinement que Chloé n'avait jamais côtoyé. Elle se sentait comme une intruse dans ce temple de l'élégance parisienne. « Entrez, je vous prie !» La voix d'Antoine Bellamy résonna dans l'immense bureau avant même qu'elle ne l'aperçoive. Dos à elle, l'homme se tenait devant la baie vitrée, contemplant la capitale qui s'étendait à perte de vue. Grand, élégant dans son costume sur mesure, il dégageait cette autorité naturelle propre aux dirigeants nés pour commander. « Monsieur Bellamy, je suis Chloé Garnier, pour l'entretien de... » Il se retourna lentement, et elle découvrit un visage marqué par l'expérience. 52 ans, des tempes grisonnantes, mais surtout ses yeux d'un bleu profond qui semblait porter le poids de secrets inexprimés. Il y avait en lui quelque chose de mélancolique, une tristesse sourde que même son sourire poli ne parvenait pas à masquer. « Mademoiselle Garnier, bien sûr, asseyez-vous, je vous en prie. » Chloé s'installa dans le fauteuil de cuir fauve face au bureau, essayant de maîtriser son trac. Ce poste d'assistante de direction représentait sa chance de sortir enfin de la précarité, d'offrir à sa mère la retraite qu'elle méritait. « Votre CV m'a impressionné », commença Antoine en feuilletant le dossier. « Diplômé de Sciences Po, expérience en gestion de projet. Qu'est-ce qui vous amène chez nous ?»« Je... » Chloé hésita. Fallait-il avouer sa situation désespérée ? « Je cherche un poste à la hauteur de mes compétences. »« Monsieur, et le Bellamy Groupe financier jouit d'une réputation exceptionnelle. » Il hocha la tête, mais elle sentait qu'il y avait autre chose. Son regard ne cessait de revenir sur elle avec une insistance troublante, comme s'il cherchait à déchiffrer une énigme. « Dites-moi, d'où venez-vous exactement ?»« De Brive-la-Gaillarde, en Corrèze, ma mère et moi. » Elle s'interrompit, sentant sa gorge se serrer. « Nous y avons toujours vécu. » Quelque chose passa dans les yeux d'Antoine. Une ombre, un trouble fugace qu'il dissimula aussitôt derrière son masque professionnel. « Je vois. Et votre père ?» La question la frappa comme une gifle. C'était toujours le moment le plus pénible des entretiens. Je n'ai pas connu mon père. Il a quitté ma mère quand elle était enceinte. Le silence qui suivit fut assourdissant. Antoine s'était figé, son stylo suspendu au-dessus du dossier. Puis, d'un geste qu'elle ne s'expliquait pas, il se leva et se dirigea vers le mur opposé. « Pardonnez-moi, j'ai quelque chose à vous montrer. Un document. » Chloé le suivit du regard, intriguée par son comportement soudain étrange. Et c'est là qu'elle le vit. Le monde s'arrêta de tourner, accroché au mur. Dans un cadre noir aux détails dorés, se trouvait le portrait d'une jeune femme. Mais pas n'importe quelle femme. Sa mère. Marie, pas la Marie fatiguée et vieillie qu'elle connaissait, mais une Marie radieuse de 22 ans, aux cheveux châtains brillants, aux yeux pétillants de bonheur. Elle portait une robe de soie bleue que Chloé n'avait jamais vue, et son sourire, ce sourire qu'elle avait perdu depuis si longtemps. « Ce n'est pas possible », murmura-t-elle en se levant d'un bond. Antoine se retourna, et elle vit dans ses yeux la confirmation de ses craintes. Il savait.
Il savait quelque chose qu'elle ignorait. « Vous la connaissez ?» demanda-t-il d'une voix blanche. « C'est ma mère. » Les mots sortirent dans un souffle. « Comment ? Pourquoi avez-vous son portrait ?» Le stylo tomba des mains d'Antoine et roula sur le parquet ciré. Il la dévisagea avec une intensité douloureuse, comme s'il voyait un fantôme. « Marie Delmas. Delmas. » Chloé fronça les sourcils. « Non, Garnier. Marie Garnier. Mon Dieu !» chuchota Antoine en s'appuyant contre son bureau. « Mon Dieu, ce n'est pas possible. Monsieur Bellamy, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi avez-vous ce tableau? Qui êtes-vous » 1000 questions se bousculaient dans sa tête. Ce portrait, il était d'une précision troublante, d'un réalisme qui ne pouvait venir que d'un pinceau qui avait connu intimement son modèle. Et cette signature dans le coin inférieur droit, A. B. 1996, Antoine Bellamy. Il avait peint sa mère. « Je l'ai peint il y a 29 ans, avoua-t-il enfin, la voix brisée. Elle travaillait ici, au château familial. Et puis, un jour, elle a disparu, sans un mot, sans une explication, enceinte de 3 mois. » Les jambes de Chloé se dérobèrent. Elle se raccrocha au dossier du fauteuil, sentant le monde basculer autour d'elle. Enceinte de combien ? 3 mois. Il la regarda droit dans les yeux. « Quel âge avez-vous, mademoiselle Garnier ?»« 28 ans. » Le silence retomba, lourd d'implications terrifiantes. Antoine s'approcha lentement, scrutant son visage avec une attention dévorante. « Vous avez ses yeux, » murmura-t-il. « Exactement les mêmes yeux. Et cette façon de froncer les sourcils quand vous réfléchissez, c'est tout à fait elle. Vous connaissez ma mère, » répéta Chloé comme un automate. « Vous l'avez peinte, il y a 29 ans. Je ne l'ai pas seulement peinte, » confessa Antoine d'une voix à peine audible. « Je l'aimais plus que tout au monde. Et quand elle est partie, » il s'interrompit, submergé par l'émotion. « J'ai cru mourir. » Chloé chancela. Tout ce qu'elle croyait savoir sur sa vie, sur sa famille, sur son histoire, venait de voler en éclats. Sa mère avait vécu ici, dans ce monde de luxe. Sa mère avait été aimée par cet homme qui la regardait maintenant comme s'il contemplait un miracle. « Elle ne m'a jamais parlé de vous » murmura-t-elle. « Elle ne vous a jamais parlé de moi. » Antoine sembla encaisser le coup. « Jamais. Même pas. Même pas pour expliquer pourquoi votre père était absent. Elle m'a toujours dit qu'il l'avait abandonnée quand il avait appris qu'elle était enceinte, qu'il ne voulait pas d'enfant. Jamais de la vie, » explosa Antoine. « Jamais je n'aurais... » Il s'arrêta net, réalisant ce qu'il venait d'avouer. Le téléphone sonna, brisant le silence tendu. Antoine décrocha d'un geste automatique. « Oui. Non. Annulez tous mes rendez-vous de l'après-midi. Oui, tous. » Il raccrocha et se tourna vers Chloé, qui s'était effondrée dans le fauteuil. « Il faut que nous parlions, » dit-il simplement. « Il faut que vous me racontiez tout ce que vous savez sur votre mère, sur votre famille, sur nous. » Château Bellamy, automne 1995. Le brouillard matinal s'accrochait encore autour du château quand Marie Delmas poussa la lourde porte de service. Ses pas résonnaient sur les dalles de pierre, tandis qu'elle se dirigeait vers l'atelier de couture, son panier d'osier à la main. À 19 ans, elle était la plus jeune des couturières employées par la famille Bellamy, mais aussi la plus talentueuse. « Bonjour Marie » lança Simone, la gouvernante, en la croisant dans le couloir. « Madame la comtesse veut que tu t'occupes personnellement de sa robe pour le gala de charité. » Marie hocha la tête en souriant. Travailler pour les Bellamy était un privilège rare pour une fille de son milieu. Le salaire lui permettait d'aider ses parents, fermiers dans un petit village voisin, et l'apprentissage auprès des meilleurs artisans de France valait tous les trésors. L'atelier baignait dans la lumière dorée de l'automne. Marie installa sa machine à coudre près de la fenêtre, d'où elle pouvait apercevoir les jardins à la française. C'est là qu'elle le vit pour la première fois. Un jeune homme aux cheveux bruns ébouriffés se tenait devant un chevalet, pinceau à la main, captivé par la toile qu'il était en train de peindre. 23 ans, grand et élancé. Il avait cette désinvolture naturelle propre à ceux qui n'ont jamais connu le besoin, mais dans ses gestes, dans sa concentration totale, Marie percevait quelque chose de différent, une passion, une urgence qui dépassait le simple passe-temps de jeunes bourgeois. « C'est le fils Bellamy », chuchota Claudine, une autre couturière.
Antoine, il peint sans arrêt. Paraît que sa mère n'approuve pas trop. Durant des semaines, Marie l'observa en secret. Il venait peindre tous les matins, beau temps, mauvais temps. Parfois, il levait les yeux vers l'atelier et leurs regards se croisaient furtivement à travers la vitre. Elle rougissait alors et replongeait dans son ouvrage, le cœur battant. Un matin de novembre, alors qu'elle rapportait du linge à l'office, Marie le croisa dans l'escalier de service. Il portait une toile encore humide et quelques taches de peinture maculaient sa chemise blanche. « Oh, pardon !» s'excusa-t-elle en s'effaçant contre le mur. « Non, c'est moi qui... » Il s'arrêta net en la voyant de près. « Vous êtes Marie, n'est-ce pas ? L'une des couturières. »« Oui, monsieur. Marie Delmas. Antoine, » dit-il simplement. Juste Antoine. Son sourire était si naturel, si dénué de condescendance, qu'elle se sentit fondre. Dans les yeux bleus du jeune homme, elle ne lisait aucune de cette hauteur qu'elle s'attendait à trouver chez un bel ami. « Vous peignez beaucoup », osa-t-elle remarquer. « Trop, selon ma mère. » Il rit, mais Marie perçut une note amère dans sa voix. Elle préférerait me voir étudier la finance ou le droit, quelque chose de plus, convenable pour un héritier. Et vous, qu'est-ce que vous préférez ? La question sembla le surprendre. Personne, apparemment, ne la lui avait jamais posée. Peindre, répondit-il sans hésiter. Capturer la beauté, la fixer pour l'éternité. Vous savez, j'aimerais... Il s'interrompit, comme s'il en avait trop dit. Quoi donc ? J'aimerais vous peindre si vous acceptiez, bien sûr. Présent. Bureau d'Antoine Chloé regardait fixement le portrait, essayant d'assimiler ce qu'elle venait d'entendre. Sa mère, sa pauvre mère qui trimait pour quelques euros, avait été l'amour de jeunesse de cet homme puissant. L'ironie de la situation lui donnait le vertige. « Continuez » murmura-t-elle. « Racontez-moi tout. » Antoine s'assit lourdement dans son fauteuil, le regard perdu dans le passé. Elle a accepté de poser pour moi. Au début, c'était innocent. Quelques séances dans l'atelier de peinture, toujours chaperonnées par d'autres domestiques, mais peu à peu, Château Bel-Ami, hiver 1995. « Ne bougez plus » murmura Antoine, le pinceau suspendu au-dessus de la palette. « Cette lumière sur votre visage. C'est parfait. » Marie était assise près de la cheminée de l'atelier, vêtue de sa plus belle robe, celle qu'elle réservait pour la messe du dimanche. Les flammes dansantes créaient des reflets dorés dans ses cheveux châtains. « Vous ne trouvez pas ça étrange ?» demanda-t-elle en s'efforçant de garder la pose. « Quoi donc ? Qu'un bel ami peigne une simple couturière, votre mère ne dit rien. » Antoine suspendit son geste. C'était vrai que Geneviève Bel-Ami avait posé quelques questions sur ses modèles récents, mais comment expliquer que Marie n'était pas un simple modèle, qu'à chaque séance, il tombait un peu plus amoureux d'elle. Ma mère a bien d'autres préoccupations, éluda-t-il. Et puis, l'art transcende les classes sociales. Non. Vous y croyez vraiment ? Il posa son pinceau et s'approcha d'elle. Dans ses yeux noisettes, il lisait un mélange de curiosité et de défi. « Je crois que vous êtes la plus belle femme que j'ai jamais vue, » dit-il simplement. « Et je crois que l'amour ne connaît pas de frontières. » Le mot était lâché. Amour. Marie sentit son cœur s'emballer. « Antoine, je sais que c'est de la folie. Je sais ce que pensera ma famille, ce que dira la société. Mais je ne peux plus faire semblant. Je vous aime, Marie. Je vous aime depuis le premier regard. » Elle se leva lentement, s'approcha de lui. Leurs visages n'étaient plus qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. « Moi aussi, » chuchota-t-elle avant qu'il ne l'embrasse. « Présent, nous nous voyons en secret. » Continua Antoine, la voix chargée d'émotion. Dans l'atelier, dans les jardins, parfois dans le petit pavillon au bord de l'étang, elle m'apportait la paix que je n'avais jamais trouvée dans mon monde d'obligations et de convenances. Chloé l'écoutait, fascinée malgré elle par cette histoire d'amour qui expliquait enfin sa propre existence. Comment ma grand-mère l'a-t-elle découvert ? Geneviève Bel-Ami était une femme redoutable, répondit Antoine avec amertume. Elle avait des yeux partout, des oreilles dans chaque coin du château, et surtout, elle avait une obsession, préserver la pureté du sang Bel-Ami. Château Bel-Ami, printemps 1996, Geneviève Bel-Ami referma silencieusement la porte de l'atelier. Ce qu'elle venait de voir la révoltait. Son fils, l'héritier d'une lignée séculaire, dans les bras d'une domestique, Antoine embrassait cette Marie avec une passion qui lui donna la nausée. À 49 ans, la comtesse était une femme de fer, veuve depuis 10 ans.
Elle dirigeait l'empire Bellamy d'une main de maître, refusant tout compromis qui pourrait ternir le prestige familial. Ce que son fils prenait sans doute pour une amourette d'adolescent attardé risquait de ruiner des siècles de tradition. « Madame la comtesse », la voix de Simone la fit sursauter. « Simone, j'ai besoin que vous me rendiez un service, discret, très discret. » 3 jours plus tard, Marie rayonnait de bonheur en annonçant à Antoine qu'elle était enceinte. Ils étaient dans leur refuge secret, le petit pavillon où ils se retrouvaient chaque soir après le travail. Enceinte. Antoine la souleva dans ses bras, la faisant tournoyer. « Marie, c'est merveilleux. Nous allons nous marier. Te marier. » Elle rit nerveusement. « Antoine, sois sérieux. Ta mère ne l'acceptera jamais. Ma mère s'y fera. Et sinon, tant pis. Je renonce à l'héritage s'il le faut. Nous partirons loin d'ici. Nous recommencerons ailleurs. L'important, c'est que nous soyons ensemble. » Ils passèrent la soirée à faire des projets, à choisir des prénoms, à imaginer leur nouvelle vie. Aucun d'eux ne remarqua la silhouette qui les observait depuis la lisière du bois. Présent, « Nous étions si naïfs », murmura Antoine. « Nous pensions que l'amour suffirait à tout surmonter. Nous ne connaissions pas encore la cruauté dont ma mère était capable. » Chloé sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine, dans les yeux d'Antoine. Elle lisait une souffrance si profonde qu'elle en avait le souffle coupé. Qu'est-ce qu'elle a fait? Quelque chose d'impardonnable. Quelque chose qui a détruit 3 vies d'un coup. Il se leva et se dirigea vers la baie vitrée. « Le lendemain de nos fiançailles secrètes, votre mère a reçu une visite qui a tout changé. » Le téléphone sonna à nouveau. Cette fois, Antoine l'ignora complètement. « Une visite ?» insista Chloé. « Un médecin ? Enfin, quelqu'un qui se faisait passer pour un médecin, avec de faux résultats d'analyse, de faux diagnostics, et une histoire si terrifiante que votre mère a préféré fuir plutôt que de risquer de nous contaminer tous. » La vérité commençait à prendre forme dans l'esprit de Chloé, monstrueuse et implacable. « Ma grand-mère a fait croire à maman qu'elle était malade. »« Pire que ça, » répondit Antoine d'une voix brisée. « Elle lui a fait croire qu'elle allait tous nous tuer. » Château Bellamy, mai 1996. Geneviève Bellamy contemplait le jardin depuis sa chambre. Une tasse de thé fumante entre les mains, le printemps explosait dans toute sa splendeur. Mais elle n'avait Dieu que pour le petit pavillon, où son fils retrouvait sa maîtresse chaque soir. Cette vision lui soulevait le cœur. Madame la comtesse. Simone frappa discrètement à la porte. « Le docteur Moreau est arrivé ? Parfait, faites-le entrer. » L'homme qui pénétra dans le salon privé de Geneviève n'avait rien d'un médecin. Trapu, le regard fuyant, Jacques Moreau était un acteur raté reconverti dans l'escroquerie, mais il savait jouer son rôle à la perfection. « Vous avez tout ce qu'il faut ?» demanda Geneviève sans préambule. « La blouse, le stéthoscope, les faux documents médicaux ?» Il tapota sa mallette de cuir. « Vous êtes certaine que c'est nécessaire. Cette histoire de maladie vénérieuse. Monsieur Moreau, » coupa sèchement la comtesse. « Je vous paie une fortune pour jouer un rôle, pas pour poser des questions. Cette fille doit partir, définitivement. Et si elle refuse de partir ?» Geneviève eut un sourire glacial. « Elle partira, croyez-moi. Après ce que vous allez lui dire, elle suppliera pour qu'on la laisse s'enfuir. » Le lendemain matin, Marie cousait tranquillement dans l'atelier quand Simone vint la chercher. « Marie, il y a un médecin qui veut te voir. Urgence médicale, paraît-il. »« Un médecin, mais je ne suis pas malade. Il a dit que c'était très important. Rapport à tes dernières analyses. » Le cœur de Marie s'emballa. « Quelles analyses ? Elle n'en avait fait aucune récemment. À moins que... Le bébé ? Y avait-il un problème avec le bébé ? » Le faux docteur Moreau l'attendait dans un petit salon du rez-de-chaussée, mallette ouverte, documents étalés sur la table. Il avait soigneusement étudié son rôle, expression grave, gestes professionnels, vocabulaire médical approximatif mais suffisant pour tromper une jeune fille de 19 ans. « Mademoiselle Delmas, asseyez-vous, je vous prie. » Son ton était volontairement lugubre. « J'ai le regret de vous annoncer que vos résultats d'analyse révèlent un problème. »« Grave. Un problème ?» Marie porta instinctivement la main à son ventre. « Le bébé, vous êtes porteuse d'une maladie vénérienne très contagieuse, » déclara-t-il en brandissant de faux documents. « Syphilis tertiaire, au stade où vous en êtes, vous représentez un danger mortel pour votre entourage. » Le monde s'écroula autour de Marie. « Ce n'est pas possible. Je n'ai jamais... Antoine est le seul. » « Mademoiselle, cette maladie peut rester dormante pendant des années. Vous l'avez peut-être contractée dans votre enfance. »
Par simple contact avec une personne infectée, ce qui compte maintenant, c'est que vous compreniez la gravité de la situation. Il sortit d'autres papiers, couverts de termes médicaux incompréhensibles pour elle. Si vous restez ici, vous contaminerez inévitablement votre amant et l'enfant que vous portez. Il marqua une pause dramatique. Il naîtra défiguré, aveugle, sourd, si tant est qu'il survive à l'accouchement. Marie se leva d'un bond, livide. Non, ce n'est pas vrai. J'aimerais pouvoir vous dire le contraire. Mais voyez plutôt ces photographies. Il lui tendit des clichés terrifiants, montrant des nouveau-nés déformés par la maladie. Voilà ce qui attend votre enfant si vous ne prenez pas les mesures qui s'imposent. Quelles mesures ? Balbutia Marie. Au bord de l'évanouissement, il existe un traitement expérimental, très coûteux, disponible uniquement dans une clinique spécialisée en Suisse, mais pour qu'il soit efficace, vous devez partir immédiatement, couper tout contact avec votre entourage pendant au moins 6 mois. Antoine, il faut que je prévienne Antoine. Surtout pas. Le faux médecin durcit le ton. Mademoiselle, si vous révélez votre état à quiconque dans ce château, vous signez l'arrêt de mort de dizaines de personnes. Cette maladie se transmet par simple contact. Vous avez déjà touché des objets, serré des mains. Marie s'effondra sur sa chaise, submergée par l'horreur de la situation. Tout s'expliquait soudain. Sa fatigue récente, ces nausées qu'elle attribuait à la grossesse, cette sensation d'être constamment fiévreuse. « Que dois-je faire ?» chuchota-t-elle. « Partir aujourd'hui même, j'ai ici l'adresse de la clinique suisse et un chèque pour couvrir les premiers frais du traitement. » Il lui tendit une enveloppe. « Madame la comtesse, dans sa grande bonté, a accepté de financer votre guérison. » Geneviève, bien sûr, la mère d'Antoine, avait tout découvert et, plutôt que de les séparer brutalement, elle offrait une solution terrible, mais qui sauverait tout le monde. Et Antoine, comment lui expliquer ? Vous n'expliquerez rien. Vous disparaîtrez, simplement. Il vaut mieux qu'il vous croie parti avec un autre que de savoir la vérité. Imaginez son désespoir s'il apprenait que vous allez mourir. Présent, bureau d'Antoine Chloé était devenu livide en écoutant ce récit monstrueux. Ma grand-mère a vraiment fait ça. Elle a détruit la vie de maman avec des mensonges. Antoine hocha tristement la tête. Votre mère est partie le soir même. Elle a laissé une lettre disant qu'elle en aimait un autre, qu'elle avait menti sur ses sentiments. Je ne l'ai cru qu'à moitié, mais que pouvais-je faire ? Et vous n'avez jamais cherché à savoir la vérité ? Bien sûr que si, explosa Antoine. J'ai retourné toute la France pour la retrouver, mais tous les documents officiels confirmaient sa version. Elle était partie avec un certain Paul Garnier. Ils s'étaient mariés civilement. Paul Garnier. Chloé fronça les sourcils. Mais qui était cet homme ? Un complice de ma mère, j'imagine. Quelqu'un qu'elle a payé pour épouser Marie et lui donner une nouvelle identité. Un mariage blanc qui permettait à votre mère de changer de nom et de disparaître définitivement. La vérité prenait une tournure de plus en plus sordide. Chloé réalisait que sa mère avait été victime d'une manipulation d'une cruauté inouïe. Brive-la-Gaillarde, juin 1996. Marie descendit du train, sa petite valise à la main, enceinte de 4 mois. Elle portait déjà plus large pour dissimuler son état. L'adresse que lui avait donnée le faux médecin la menait à une modeste pension de famille, tenue par une veuve compréhensive. Alors, ma petite, dans le pétrin, Madame Durand, la propriétaire, l'accueillit sans jugement. Ne vous inquiétez pas, ici, on ne pose pas de questions indiscrètes. Marie s'installa dans une chambre sous les toits, avec vue sur les montagnes corréziennes. Chaque jour, elle attendait des nouvelles de la clinique suisse. Chaque jour, le courrier n'apportait rien. Au bout d'1 mois, désespérée, elle téléphona au numéro que lui avait donné le médecin. Une voix inconnue lui répondit que ce numéro n'était pas attribué. Panique, elle voulut appeler le château, mais se ravisa aussitôt. Et si elle contaminait Antoine en lui parlant ? Et si elle provoquait une épidémie par négligence ? C'est Paul Garnier qui la sauva, ouvrier agricole de 40 ans, veuf et sans enfant. Il louait une chambre dans la même pension, témoin de sa détresse. Il lui proposa un mariage de convenance. « Écoutez, petite dame, je ne sais pas ce qui vous est arrivé, mais un enfant a besoin d'un nom. Et moi, j'ai besoin de quelqu'un pour tenir ma maison. On pourrait s'arranger tous les deux. » Marie accepta. Elle n'avait plus le choix. Le mariage eut lieu discrètement, en mairie, sans témoin, sans famille. Paul était un homme bon qui ne posa jamais de questions sur le père de l'enfant
et qui éleva Chloé comme sa propre fille, jusqu'à sa mort. 5 ans plus tard, présent, voilà pourquoi vous portez le nom de Garnier, conclut Antoine, et voilà pourquoi ma mère a pu effacer toutes les traces de Marie Delmas. Officiellement, cette femme n'existait plus. Chloé était bouleversée. Sa mère avait vécu un cauchemar. Croyant protéger ceux qu'elle aimait, alors qu'elle était la victime d'une manipulation abjecte, « Il faut que je rentre », dit-elle soudain. « Il faut que je parle à maman. Elle doit savoir que vous la cherchiez, que vous n'avez jamais cessé de l'aimer. » Antoine se leva précipitamment. « Non, attendez, si c'est vraiment votre mère, si vous êtes vraiment ma fille, il faut d'abord que nous soyons sûrs. Je vais faire des tests ADN. » Des tests. Chloé le regarda avec une pointe d'amertume. « Vous doutez encore ? Je ne doute pas de vous, mais je veux des preuves irréfutables avant d'affronter ma mère. Car si vous êtes bien ma fille, si Marie a été victime de ce complot, » ses yeux se durcirent. « Il va falloir que Geneviève Bellamy réponde de ses actes. » Le téléphone sonna à nouveau. Cette fois, Antoine décrocha avec agacement. « Qu'est-ce que c'est ? Comment ça ? Gabriel arrive. Maintenant. D'accord, qu'il monte. » Il raccrocha et se tourna vers Chloé. « Mon fils Gabriel va arriver d'une minute à l'autre. Il ne sait rien de cette histoire, évidemment. Votre fils. » Chloé sentit son estomac se nouer. « J'ai un demi-frère. 22 ans. Je me suis mariée 5 ans après la disparition de votre mère. Un mariage arrangé par ma mère, encore une fois. » Des pas résonnèrent dans le couloir. La porte s'ouvrit sur un jeune homme blond aux yeux verts, séduisant et élégant dans son costume cintré. « Papa, j'espérais te... » Gabriel s'interrompit en voyant Chloé. « Oh, pardon, je ne savais pas que tu étais en rendez-vous. » Antoine se figea, dans le regard de son fils posé sur Chloé. Il venait de lire quelque chose qui lui glaça le sang, de l'intérêt, de l'attirance, du désir. Brive-la-Gaillarde. Ce soir-là, Marie Garnier leva les yeux de sa machine à coudre en entendant la clé tourner dans la serrure. Il était plus de 22 heures, bien tard pour que Chloé rentre de son premier jour de travail. Elle éteignit la lampe d'appoint et se dirigea vers l'entrée, inquiète. « Ma chérie, comment s'est passé ton entretien ?» Chloé apparut dans l'embrasure de la porte. Le visage défait, ses yeux rougis trahissaient des heures de larmes retenues. Marie sentit son cœur se serrer. « Chloé, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ne t'ont pas prise. »« Maman. » La voix de Chloé n'était qu'un murmure. « Il faut qu'on parle. » Marie l'entraîna vers le petit salon, cette pièce minuscule où elles avaient partagé tant de soirées difficiles, l'appartement, avec ses meubles dépareillés et ses murs qui avaient besoin d'un coup de peinture, contrastait cruellement avec le luxe du bureau d'Antoine Bellamy. « Ma puce, tu me fais peur. Dis-moi ce qui ne va pas. » Chloé s'assit sur le canapé usé, prit les mains de sa mère dans les siennes, ses mains abîmées par des années de labeur, marquées par les piqûres d'aiguilles et déformées par l'arthrite naissante. « Maman, parle-moi de mon père. » Marie se raidit. « Chloé, on en a déjà parlé 1000 fois, ton père. »« Non. » L'éclat de voix de Chloé la fit sursauter. « Pas les mensonges que tu me racontes depuis 28 ans. La vérité. Parle-moi d'Antoine Bellamy. » Le nom frappa Marie comme une gifle. Elle devint livide. Ses mains se mirent à trembler. « Comment tu sais ce nom ? J'ai vu ton portrait, maman, dans son bureau. Le portrait qu'il a peint de toi quand tu avais 22 ans, quand tu étais enceinte de moi. » Marie se leva d'un bond, comme si elle avait reçu une décharge électrique. Elle fit quelques pas dans la pièce, une main plaquée sur la bouche. « Mon Dieu, tu travailles pour lui, tu travailles pour Antoine. Maman, assieds-toi. » Chloé se leva et prit sa mère par les épaules. « Il faut qu'on parle, vraiment. Il m'a tout raconté. Votre histoire d'amour, votre projet de mariage, et puis ta disparition. Il t'a raconté quoi ?» Marie se dégagea brusquement. « Qu'est-ce qu'il t'a dit exactement ? Que vous vous aimiez ? Que vous aviez prévu de vous marier ? Et qu'un jour, tu es partie sans explication, en lui laissant une lettre disant que tu en aimais un autre. » Marie ferma les yeux, submergée par les souvenirs. C'est tout. Il n'a rien dit d'autre. « Maman, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi tu es partie ?» Le silence s'étira, lourd de secrets. Marie se dirigea vers la fenêtre, contempla la petite rue endormie de Brive-la-Gaillarde. 29 ans qu'elle portait ce fardeau seule. 29 ans qu'elle se taisait pour protéger ceux qu'elle aimait. « Tu ne peux pas comprendre, » murmura-t-elle enfin. « Alors explique-moi.
Chloé la rejoignit près de la fenêtre. « Maman, j'ai le droit de savoir. Antoine aussi a le droit de savoir. Il t'a cherché partout, tu sais. Il ne t'a jamais oublié. » À ces mots, Marie éclata en sanglots. Toutes ces années de culpabilité, de mensonges, de sacrifices inutiles. Si Antoine l'avait cherché, s'il ne l'avait pas oublié, alors peut-être... J'étais malade, balbutia-t-elle entre ses larmes. Très malade, contagieuse. J'allais tous vous tuer. Malade. Chloé fronça les sourcils. Quelle maladie? Une maladie vénérienne, syphilis tertiaire. Le médecin m'avait dit que si je restais, je contaminerais Antoine et que le bébé, que tu... Maman. Chloé prit sa mère dans ses bras. Maman, quelle maladie? Tu n'as jamais été malade. Regarde-toi. À 62 ans, tu n'as jamais eu de problème de santé grave. Marie s'écarta pour la regarder. Qu'est-ce que tu veux dire? Le médecin qui t'a examiné. Décris-le-moi. Un homme trapu, la cinquantaine. Il avait une mallette de cuir et des documents officiels. Maman, écoute-moi bien. Chloé prit le visage de sa mère entre ses mains. Je pense que ce médecin était un imposteur. Je pense que la grand-mère d'Antoine, Geneviève Bellamy, a tout orchestré pour vous séparer. Bureau d'Antoine. Le même soir, Antoine raccrocha le téléphone après avoir donné ses instructions au laboratoire d'analyse médicale. Les prélèvements salivaires seraient analysés en urgence. Résultat disponible dans 48 heures maximum, Gabrielle était repartie, non sans avoir obtenu quelques informations sur la nouvelle assistante de son père. Antoine avait vu l'intérêt de son fils pour Chloé, et cela l'inquiétait profondément. Si ses soupçons se confirmaient, Gabriel était en train de tomber amoureux de sa propre demi-sœur. Il contemplait le portrait de Marie quand son téléphone portable sonna, un numéro inconnu. « Monsieur Bellamy, c'est Chloé. Chloé, vous allez bien? Vous avez parlé à votre mère. Nous venons de passer 3 heures à tout nous dire. Monsieur Bellamy, Antoine, elle a été piégée. Votre mère l'a fait examiner par un faux médecin qui lui a fait croire qu'elle avait une maladie mortelle et contagieuse. » Antoine ferma les yeux. Il s'y attendait. Mais entendre la confirmation lui fit l'effet d'un coup de poignard. « Où êtes-vous? »« Chez nous, à Brive. Maman veut vous parler. Elle pleure depuis 1 heure. Passez-la-moi. » Il y eut un bruit de téléphone qui change de main, puis une voix qu'il reconnut immédiatement malgré les années. Plus grave, fatiguée, mais toujours aussi douce. « Antoine. Marie. » Il dut s'asseoir, les jambes coupées par l'émotion. « Marie, c'est vraiment toi. Je suis désolée. » Elle sanglotait. « Je suis tellement désolée. J'ai cru que j'allais tous vous tuer. Ma chérie, ma pauvre chérie. Tu n'as rien à te reprocher. C'est ma mère qui... Elle m'avait dit que le bébé naîtrait défiguré, aveugle. J'ai eu si peur. » Antoine sentit une rage froide l'envahir. Sa mère avait détruit la femme qu'il aimait avec la cruauté d'un bourreau. « Marie, écoute-moi. Demain, je viens vous chercher. Chloé et toi, nous allons régler cette histoire une bonne fois pour toutes. » « Non. » La voix de Marie se durcit. « Non. Antoine, ta mère, elle est toujours vivante. Oui, 78 ans et toujours aux commandes officieuses de l'entreprise. Alors je ne viendrai pas tant qu'elle sera là, je ne veux plus jamais la voir. » Antoine comprit qu'il devrait choisir. Sa mère ou Marie, après 29 ans de mensonges, le choix était vite fait. Dans ce cas, c'est moi qui viendrai, avec les résultats des tests ADN, Marie. Est-ce que Chloé est ma fille? Un long silence. Puis, oui, elle est née le 15 janvier 1997, 7 mois après mon départ du château. Château Bellamy, même moment Geneviève Bellamy était assise dans son salon privé, sirotant son thé du soir, quand Gabriel fit irruption sans frapper. « Grand-mère, il faut qu'on parle. Gabriel, mon chéri. » Elle sourit en voyant son petit-fils préféré. « Comment s'est passée ta journée? » « Étrange, très étrange. » Il s'assit en face d'elle. « Papa a engagé une nouvelle assistante, une certaine Chloé Garnier. » Geneviève faillit renverser sa tasse. « Garnier. Tu connais ce nom? » L'esprit de la vieille femme s'emballa. Garnier. Marie avait épousé ce Paul Garnier après sa fuite. Et maintenant, une fille Garnier travaillait pour Antoine. Ce ne pouvait pas être une coïncidence. Non, mon chéri, je ne vois pas. Pourquoi? Elle est troublante,
Papa avait l'air très troublé en la voyant. Et moi, Gabrielle rougit légèrement. Je ne sais pas pourquoi, mais je me sens attirée par elle. C'est idiot. Je ne la connais même pas. Geneviève sentit son sang se glacer. Si cette Chloé était la fille de Marie, si Antoine découvrait la vérité, tout son édifice de mensonges s'écroulerait. Pire, Gabriel était en train de tomber amoureux de sa propre demi-sœur. Gabriel, mon petit. Elle posa sa main décharnée sur celle de son petit-fils. Cette fille, méfie-toi d'elle. Parfois, les apparences sont trompeuses. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien de précis. Simple intuition de vieille femme. Elle lui sourit, mais ses yeux restaient froids. Dis-moi, tu as prévu de la revoir. J'espérais l'inviter à déjeuner demain. Papa m'a dit qu'elle était célibataire. Excellente idée. Geneviève retrouva soudain son enthousiasme. Invite-la, charme-la. Une si jolie fille mérite qu'on s'intéresse à elle. Gabrielle partit, ragaillardie par l'encouragement de sa grand-mère, mais dès qu'elle fut seule, Geneviève décrocha son téléphone. Docteur Rousseau, Geneviève Bellamy, j'ai besoin de vous voir. Urgence médicale? Non, pas pour moi. Pour quelqu'un d'autre? Une vieille histoire qui refait surface. Elle raccrocha et se dirigea vers son coffre-fort personnel. Il était temps de vérifier que tous les documents compromettants étaient toujours en sécurité, car si sa conspiration venait à être découverte, elle ne donnait pas cher de sa peau, au fond du coffre. Sous des liasses de billets et des bijoux de famille, elle retrouva le dossier qu'elle cherchait, toutes les lettres d'Antoine que Marie n'avait jamais reçues, tous les faux documents médicaux, et surtout, son journal personnel où elle avait consigné chaque étape de son plan diabolique. 29 ans, murmura-t-elle en caressant le dossier. 29 ans que je protège cette famille. Je ne laisserai pas une petite roturière détruire l'œuvre de ma vie. Elle referma le coffre et retourna à son fauteuil. Dehors, l'orage grondait. À l'intérieur, un autre orage se préparait, bien plus destructeur. Bureau d'Antoine. Lendemain matin, Chloé arriva au bureau avec 1 heure de retard. Les yeux encore rougis par une nuit blanche. Elle avait passé des heures au téléphone avec sa mère. À reconstituer pièce par pièce le puzzle de leur vie brisée, Marie avait fini par avouer que Paul Garnier n'était qu'un homme bon, qui avait accepté de lui donner son nom, mais qu'elle n'avait jamais cessé d'aimer Antoine. « Bonjour Chloé ». La voix chaleureuse de Gabriel la fit sursauter. Il l'attendait près de l'ascenseur, un bouquet de roses blanches à la main, et ce sourire éclatant qui avait dû faire craquer plus d'une femme, dans son costume bleu marine impeccablement coupé. Il incarnait la séduction parisienne dans toute sa splendeur. « Gabriel, qu'est-ce que vous faites là ? Je t'attendais. » Il lui tendit les fleurs avec une galanterie désuète. « Pour m'excuser de mon intrusion d'hier, et pour t'inviter à déjeuner. » Chloé accepta le bouquet, troublée. Gabriel était indéniablement séduisant, et dans d'autres circonstances, elle n'aurait pas hésité. Mais maintenant, connaissant la vérité sur sa filiation, « C'est très gentil, mais... » Pas de mais. Il appuya sur le bouton de l'ascenseur. « J'ai réservé une table chez La Pérouse. Tu ne peux pas refuser un déjeuner chez La Pérouse. » Dans l'ascenseur, Chloé l'observa à la dérobée, ses cheveux blonds qui brillaient sous l'éclairage tamisé, ses yeux verts pétillants de malice. Gabriel avait hérité du charme de son père, mais en version plus insouciante, moins marquée par les épreuves. « Dis-moi, Gabriel, tu connais bien ton père. » « Papa, » il haussa les épaules. « Autant qu'on puisse connaître Antoine Bellamy, c'est un homme secret, tu sais, toujours plongé dans ses dossiers ou perdu dans ses pensées. Parfois, j'ai l'impression qu'il vit dans le passé. Le passé. Il garde ce portrait dans son bureau depuis que je suis gosse, une femme magnifique qu'il a peinte quand il était jeune. Je crois qu'il n'a jamais vraiment surmonté cette histoire d'amour. » L'ascenseur s'arrêta au 42e étage. Chloé sentit son cœur se serrer en pensant que Gabriel parlait de sa propre mère sans le savoir. « Et toi ?» demanda-t-elle en se dirigeant vers le bureau d'Antoine. « Tu n'as jamais eu de grande histoire d'amour. » Gabriel s'arrêta net et la regarda droit dans les yeux. « Peut-être que je suis en train de la vivre. » Bureau d'Antoine. Antoine leva les yeux de ses dossiers en voyant entrer Chloé, suivie de près par Gabriel. L'empressement de son fils autour de la jeune femme le mit mal à l'aise. « Gabriel, je ne savais pas que tu venais aujourd'hui. Je passais dans le quartier. » Gabriel adressa un clin d'œil complice à Chloé. « Et j'ai pensé inviter notre nouvelle recrue à déjeuner, histoire de lui faire découvrir les bonnes adresses parisiennes. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. » commença Antoine. « Pourquoi ?
Gabrielle fronça les sourcils. Chloé est majeure et vaccinée, il me semble. Le malaise d'Antoine s'accentua. Comment expliquer à son fils qu'il était probablement en train de courtiser sa propre demi-sœur? Les résultats des tests ADN n'arriveraient que le lendemain. Gabrielle, j'aimerais te parler, en privé. Plus tard, papa. Là, j'ai une magnifique femme qui m'attend pour déjeuner. Il se tourna vers Chloé. Tu es prête? Chloé regardait Antoine, cherchant dans ses yeux un conseil, une indication. Mais que pouvait-il lui dire sans révéler ses soupçons? Amusez-vous bien, dit-il finalement. Mais soyez prudents. Restaurant La Pérouse. 2 heures plus tard, le salon privé que Gabrielle avait réservé dominait la scène. Les boiseries d'époque et les miroirs dorés créaient une atmosphère d'intimité feutrée. Chloé n'avait jamais déjeuné dans un lieu si raffiné. « Alors, parle-moi de toi », dit Gabrielle en servant le champagne. « D'où viens-tu? Qu'est-ce qui t'amène à Paris ?»« De Corrèze. » Chloé goûta le champagne, surprise par sa finesse. « Ma mère et moi, nous n'avons jamais eu beaucoup d'argent. Ce poste représente une chance inespérée pour nous. Juste ta mère et toi, pas de père. » La question directe la déstabilisa. « Mon père, il est parti quand ma mère était enceinte. Je suis désolée. » Gabrielle posa sa main sur la sienne. « Moi aussi, j'ai grandi sans vraiment connaître mes parents. Mon père était toujours absent. Ma mère est morte quand j'avais 10 ans. C'est ma grand-mère qui m'a élevée. » Ta grand-mère, Geneviève Bellamy, une femme extraordinaire, forte, intelligente, protectrice. Ses yeux brillèrent d'affection. C'est grâce à elle que j'ai eu une enfance heureuse malgré tout. Chloé sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Gabrielle vénérait la femme qui avait détruit la vie de sa mère. Elle a l'air impressionnante. Tu la rencontreras bientôt, j'en suis sûre. Elle s'intéresse toujours aux nouvelles personnes qui gravitent autour de la famille. Le serveur apporta les entrées. Gabrielle commanda une seconde bouteille de champagne, visiblement décidée à impressionner sa conquête. « Dis-moi, Chloé. » Il se pencha vers elle. « Tu as quelqu'un dans ta vie ?»« Non. » La réponse sortit plus sèchement qu'elle ne l'aurait voulu. « Et toi ?»« Personne de sérieux, jusqu'à hier. » Il sourit. « Il y a quelque chose chez toi, je ne sais pas l'expliquer. C'est comme si je te connaissais depuis toujours. » Cabinet médical du DER, Rousseau Geneviève Bellamy attendait dans le cabinet privé de son médecin de famille. Le DER, Rousseau, 75 ans, la soignait depuis des décennies et connaissait tous ses secrets, y compris les plus inavouables. Alors, Geneviève, il entra en refermant soigneusement la porte. Que se passe-t-il? Marie Delmas est de retour. Elle alla droit au but. Enfin, sa fille. Elle travaille maintenant pour Antoine, le médecin blêmi. Mon Dieu, après toutes ces années. Vous vous souvenez de notre arrangement, j'espère. Comment pourrais-je l'oublier? Il s'assit lourdement. Geneviève, j'ai accepté de falsifier ces documents parce que vous m'aviez dit que c'était pour protéger Antoine d'une aventurière. Mais cette fille, si c'est vraiment sa fille, justement, il faut que vous m'aidiez encore une fois. Non, le médecin se leva d'un bond. J'ai 75 ans, Geneviève. Je veux mourir en paix. Écoutez-moi bien, Rousseau. Sa voix se durcit. Si cette histoire éclate, vous tombez avec moi, complicité de faux et usage de faux, exercice illégal de la médecine. Vous finirez vos jours en prison. Le chantage était clair. Le médecin se rassit, vaincu. Qu'est-ce que vous voulez? Que vous examiniez cette Chloé Garnier, officiellement. Trouvez-lui une maladie, n'importe laquelle. Quelque chose qui justifierait qu'elle quitte Paris immédiatement. Ah, Geneviève. Sinon, Gabriel va tomber amoureux d'elle, et quand Antoine découvrira qu'elle est sa fille, imaginez le scandale. Bureau d'Antoine. Fin d'après-midi, Antoine faisait les 100 pas dans son bureau quand Chloé revint de déjeuner, visiblement troublée. Gabriel n'était pas avec elle. Comment s'est passé ce déjeuner? Compliqué. Chloé s'effondra dans le fauteuil. Il me plaît, Antoine, et c'est réciproque. Mais maintenant que je sais, les résultats des tests arrivent demain matin. Antoine s'assit en face d'elle. En attendant, il faut éviter... Éviter quoi? Que je tombe amoureuse de mon demi-frère. Elle eut un rire amer. C'est déjà fait. Le téléphone sonna. Antoine décrocha avec agacement. Oui, le DER. Rousseau, maintenant. Très bien, faites-le monter. Il raccrocha, intrigué.
Le médecin de famille de ma mère veut me voir, en urgence. » Quelques minutes plus tard, le docteur Rousseau entra, visiblement nerveux. Il jeta un coup d'œil à Chloé, puis à Antoine. « Antoine, il faut que je vous parle, en privé. Vous pouvez parler devant mademoiselle Garnier. » « Justement, c'est d'elle qu'il s'agit. » Le médecin sortit de sa mallette un dossier qu'il posa sur le bureau. « J'ai reçu les résultats de ces analyses. »« Quelles analyses ?» Chloé se leva d'un bond. « Je n'ai fait aucune analyse. Mademoiselle, je suis désolée. » Le regard du médecin fuyait le sien. « Vous êtes porteuse d'une maladie génétique rare, très contagieuse. Il faut que vous quittiez Paris immédiatement. » Antoine et Chloé échangèrent un regard. La même stratégie, 29 ans plus tard. « Docteur Rousseau, » dit Antoine d'une voix glaciale, « je pense que ma mère vous attend. » Le médecin repartit précipitamment, laissant le faux dossier sur le bureau. « Elle recommence, » murmura Chloé. « Ta mère recommence exactement la même chose. » Antoine ouvrit le dossier et découvrit des documents identiques à ceux que sa mère avait utilisés contre Marie. Les mêmes tampons officiels, les mêmes signatures falsifiées. « Cette fois, elle ne gagnera pas, » dit-il en jetant le dossier à la poubelle. « Cette fois, nous savons qui nous combattons. » Son téléphone portable sonna. Un message de Gabrielle. « Dîner demain soir. J'aimerais te présenter grand-mère. Elle meurt d'envie de faire ta connaissance. » Antoine et Chloé se regardèrent. L'étau se resserrait. Laboratoire d'analyse médicale. 8h30, le téléphone d'Antoine vibra alors qu'il prenait son café matinal. Le numéro du laboratoire s'afficha sur l'écran. Ses mains tremblèrent légèrement en décrochant. « Monsieur Bellamy, Dr Martin, laboratoire Biomédica, nous avons vos résultats d'analyse ADN. Je vous écoute. La probabilité de paternité est de 99,97%. Il n'y a aucun doute possible. Vous êtes bien le père biologique de mademoiselle Garnier ?» Antoine ferma les yeux. Même s'il s'y attendait, la confirmation lui fit l'effet d'un coup de massue. Chloé était sa fille qu'il avait côtoyée pendant 28 ans sans le savoir, sa fille que sa mère avait délibérément éloignée de lui. « Monsieur Bellamy, vous êtes toujours là ?»« Oui, merci docteur. Pouvez-vous m'envoyer le rapport complet par courrier sécurisé ?»« Bien sûr, vous devriez le recevoir dans l'heure. » Antoine raccrocha et resta immobile, assommé par la révélation. 28 ans de mensonges. 28 ans pendant lesquels il avait pleuré une femme qui ne l'avait jamais trahi. Pendant lesquels il avait vécu sans sa fille. Son téléphone sonna à nouveau. « Chloé, Antoine, j'ai réfléchi toute la nuit. Il faut qu'on parle à Gabrielle avant qu'il soit trop tard. Les résultats viennent d'arriver. » Sa voix était rauque d'émotion. « Tu es ma fille, Chloé, officiellement. » Un silence, puis un sanglot étouffé au bout du fil. « Je ne sais pas si je dois rire ou pleurer, » murmura-t-elle. « J'ai un père, mais je viens peut-être de tomber amoureuse de mon frère. » Château Bellamy, même moment Geneviève Bellamy, sirotait son thé dans son salon privé, quand Gabrielle fit irruption, rayonnant de bonheur. « Grand-mère, j'ai une nouvelle fantastique. » « Ah !» Elle leva les yeux de son journal financier. « Tu as l'air bien joyeux ce matin. Je crois que j'ai trouvé la femme de ma vie. » Gabrielle s'effondra dans le fauteuil en face d'elle, les yeux brillants. « Cette Chloé dont je t'ai parlé hier. Elle est extraordinaire, intelligente, drôle, belle. » Le cœur de Geneviève se serra, mais elle garda un sourire bienveillant. « Vraiment, raconte-moi tout. Nous avons déjeuné chez la Pérouse. Elle était un peu timide au début, mais quand elle s'est détendue... Grand-mère, je n'ai jamais ressenti ça. C'est comme si nous étions faits l'un pour l'autre. Et elle, que ressent-elle? Je crois que c'est réciproque. » Gabrielle rougit légèrement. « Du moins, je l'espère. Je l'ai invitée à dîner ce soir. J'aimerais te la présenter. » Geneviève posa sa tasse d'une main qui tremblait imperceptiblement. Son plan fonctionnait trop bien. Gabriel était en train de tomber éperdument amoureux de sa demi-sœur, sans rien soupçonner de la vérité. C'est merveilleux. Mon chéri, bien sûr que j'aimerais la rencontrer. Tu vas l'adorer. Gabriel se leva et embrassa sa grand-mère sur le front. Je cours acheter un cadeau pour ce soir, des boucles d'oreilles, peut-être, ou un bracelet. Quand Gabriel fut parti, Geneviève se dirigea vers son téléphone. Il fallait accélérer les choses avant qu'Antoine ne découvre la vérité. Bureau d'Antoine. 10h. Antoine contemplait le rapport d'analyse ADN quand Chloé entra. Elle avait les traits tirés, les yeux rougis. Ils se regardèrent un long moment en silence.
père et fille se reconnaissant enfin officiellement. « Alors, c'est vrai, » murmura Chloé. « Tu es vraiment mon père. » « Oui. » Antoine se leva et s'approcha d'elle lentement. « Ma petite fille que j'ai cherchée pendant 28 ans. » Ils tombèrent dans les bras l'un de l'autre, libérant enfin les larmes retenues. Antoine serra sa fille contre lui, respirant le parfum de ses cheveux, retrouvant dans ses gestes ceux de Marie. « Papa » chuchota Chloé contre son épaule. « J'ai toujours rêvé de dire ce mot. Et moi, j'ai toujours rêvé de l'entendre. » Il s'écarta pour la regarder. « Tes yeux, tu as exactement les yeux de ta mère. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, pour Gabrielle, pour ta mère ?» Antoine prit une profonde inspiration. « On va la confronter. Tous ensemble. Ta mère, toi, moi. Il est temps que Geneviève Bellamy paie pour ce qu'elle a fait. » Le téléphone sonna. Antoine décrocha avec agacement. « Oui? Comment ça? Gabrielle veut organiser un dîner. Ce soir, au château. » Il raccrocha. Livide. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Chloé. « Gabrielle a organisé un dîner au château pour ce soir. Il veut te présenter officiellement à ma mère. » Chloé sentit son sang se glacer. Il faut qu'on lui dise la vérité avant. « Où est-il maintenant ?»« Il avait rendez-vous chez Cartier. Il voulait acheter un bijou. » Antoine ferma les yeux. Gabrielle était en train d'acheter un cadeau de fiançailles à sa propre sœur. Boutique Cartier, place Vendôme. Gabrielle contemplait les écrins de bagues alignés dans la vitrine. Trop tôt pour un diamant de fiançailles, mais un petit présent marquerait cette soirée spéciale. Monsieur souhaite quelque chose de particulier. Le vendeur, habitué à la clientèle fortunée, avait reconnu le jeune Bellamy. Pour une femme exceptionnelle, quelque chose d'élégant, mais pas trop ostentatoire. « J'ai exactement ce qu'il vous faut. » Le vendeur sortit un bracelet en or blanc orné de petits diamants. Simple, raffiné, parfait pour Chloé. « Combien ? 15 000 €, monsieur. » Gabrielle ne s'y a pas. Pour Chloé, il aurait dépensé 10 fois plus. Son téléphone vibra, un message de son père. « Gabrielle, il faut absolument qu'on se parle avant ce soir. Urgence familiale. »« Je le prends, » dit Gabrielle au vendeur. « Pouvez-vous le faire graver ?»« Pour Chloé, avec tout mon amour, Gabrielle. » Château Bellamy, 15 heures en Geneviève arpentait son salon comme une lionne en cage. Le deur, Rousseau venait de l'appeler pour lui dire qu'Antoine avait refusé de croire au faux diagnostic. Son plan B avait échoué. Elle se dirigea vers son coffre-fort et en sortit le dossier qu'elle gardait depuis 29 ans. Toutes les preuves de sa manipulation s'y trouvaient. Peut-être était-il temps de tout détruire. Non. Ces documents étaient aussi sa protection, si Antoine la menaçait. Elle pourrait toujours prétendre avoir agi pour le bien de la famille. Le téléphone sonna. « Gabrielle, grand-mère, j'ai une surprise pour toi. »« Ah, j'ai acheté un bracelet magnifique pour Chloé, je pense. Je pense que c'est la femme que je veux épouser. » Geneviève ferma les yeux. Son petit-fils bien-aimé était en train de lui annoncer qu'il voulait épouser sa demi-sœur. « Gabrielle, mon chéri, tu ne crois pas que tu vas un peu vite? Vous vous connaissez à peine. Parfois, on sait tout de suite. Tu ne m'as pas toujours dit qu'il fallait écouter son cœur. Si, mais à ce soir, grand-mère, prépare ton plus beau sourire pour accueillir la future Madame Gabrielle Bellamy. » Il raccrocha, laissant Geneviève face à l'horreur de la situation qu'elle avait créée. Bureau d'Antoine. 17 ans Antoine et Chloé attendirent Gabrielle avec une anxiété croissante. Comment annoncer à un jeune homme qu'il était amoureux de sa sœur? Gabrielle entra en trombe, un écrin Cartier à la main et un sourire radieux aux lèvres. « Papa, Chloé. » Il les serra tous les deux dans ses bras. « Vous allez adorer ce que j'ai choisi pour ce soir. » Gabrielle, Antoine posa une main sur l'épaule de son fils. « Il faut qu'on parle. »« Plus tard, papa. Là, je dois rentrer me préparer. » Grand-mère a commandé un menu exceptionnel chez Robuchon. Il se tourna vers Chloé. « Tu vas être éblouissante. » Il l'embrassa sur la joue et repartit aussi vite qu'il était venu, laissant derrière lui un sillage d'eau de Cologne et d'enthousiasme. Antoine et Chloé se regardèrent, désemparés. « Il faut qu'on aille au château, » dit finalement Antoine. « Qu'on révèle tout ce soir, devant tout le monde, c'est le seul moyen d'arrêter cette folie. Et ta mère, ma mère va enfin payer pour ce qu'elle a fait. » Ses yeux se durcirent. 29 ans de mensonges, c'est assez. Il décrocha son téléphone.
et composa le numéro de Marie. « Marie, c'est Antoine. Il faut que tu viennes à Paris, ce soir. C'est fini. Nous allons révéler la vérité. Antoine, je ne peux pas. Si, tu peux, et tu dois. Pour Chloé, pour nous, pour tous ces années perdues. Il est temps que ma mère assume ses crimes. » Un long silence. Puis, « D'accord, j'arrive. » Antoine raccrocha et regarda sa fille. « Ce soir, nous récupérons notre famille et nous détruisons celle qui nous l'a volée. Château Bel-Ami, 18h30. Les jardins du château étaient illuminés par des guirlandes de lampions dorés. Gabriel avait voulu que cette soirée soit parfaite pour présenter Chloé à sa grand-mère. Les domestiques s'affairaient aux derniers préparatifs sous l'œil vigilant de Simone. La gouvernante qui servait la famille depuis 40 ans, dans son dressing, Gabriel ajustait sa cravate devant le miroir en chêne massif. Il avait choisi son plus beau costume, un smoking bleu nuit qui faisait ressortir ses yeux verts. L'écrin Cartier trônait sur sa commode. Prêt à être offert, Monsieur Gabriel? Simone frappa discrètement. Madame la comtesse souhaiterait vous voir avant l'arrivée de vos invités. Gabriel descendit dans le salon privé de sa grand-mère, la trouvant plus pâle qu'à l'ordinaire. À 78 ans, Geneviève restait une femme imposante. Mais ce soir, elle semblait fragile dans sa robe de soie noire. « Grand-mère, ça va, tu as l'air fatiguée. »« Gabriel, mon chéri, » elle lui prit les mains. « Il faut que je te dise quelque chose d'important. »« Quoi donc ?» Geneviève hésita. Une partie d'elle voulait tout avouer, protéger son petit-fils adoré de la catastrophe qui se profilait. Mais révéler la vérité signifiait s'avouer coupable de 29 ans de manipulation. Cette fille, Chloé, tu es sûre de tes sentiments? Certain, Gabriel rayonnait. Je n'ai jamais été aussi sûre de quoi que ce soit. Pourquoi cette question? Parfois, les apparences sont trompeuses. Les gens cachent leur véritable nature. Grand-mère, qu'est-ce que tu essaies de me dire? Le carillon de l'entrée retentit. Geneviève sursauta. « Ils arrivent » murmura-t-elle. Hall d'entrée du château Antoine tenait fermement la main de Chloé, tandis qu'il gravissait les marches de marbre du perron. Derrière eux, Marie avançait d'un pas hésitant. Elle n'avait pas remis les pieds dans ce château depuis 29 ans, et chaque détail ravivait des souvenirs douloureux. « Maman, ça va aller » murmura Chloé en se retournant vers elle. Marie portait sa plus belle robe, une création simple mais élégante qu'elle avait cousue pour l'occasion. À 62 ans, elle avait gardé cette beauté naturelle qu'Antoine avait immortalisée sur sa toile. « Monsieur Antoine. » Simone ouvrit la porte, surprise de voir Marie. « Madame Marie. »« Mon Dieu, après toutes ces années. »« Bonsoir Simone, » répondit doucement Marie. « Comment allez-vous » La gouvernante, émue aux larmes, les conduisit vers le grand salon. Les lustres de cristal éclairèrent les tapisseries d'Aubusson et les meubles d'époque. Tout était exactement comme dans les souvenirs de Marie. Gabriel apparut au sommet de l'escalier, éblouissant dans son smoking. Il descendit les marches 4 à 4, les crânes à la main. « Chloé, tu es magnifique !» Il s'arrêta en voyant Antoine et Marie. « Papa, je ne savais pas que tu amenais des invités. »« Gabriel, il faut qu'on parle !» commença Antoine. « Plus tard. » Gabriel prit Chloé par la main. « D'abord, laisse-moi te présenter à grand-mère. Elle meurt d'envie de te rencontrer. » Salon privé de Geneviève. Geneviève se tenait debout près de la cheminée. Raide comme une statue, quand elle vit entrer Marie au bras d'Antoine, elle faillit s'effondrer. « Marie !» Le nom sortit de ses lèvres comme un râle. « Bonsoir, Geneviève. » Marie la regarda droit dans les yeux. Il y a longtemps. Gabriel regardait la scène, complètement perdu. « Vous vous connaissez ?»« Oh oui !» répondit Antoine d'une voix glaciale. « Elles se connaissent très bien, n'est-ce pas, maman ?» Geneviève recula vers son bureau, où elle gardait la clé de son coffre-fort. « Je ne vois pas de quoi tu parles. » balbutia-t-elle. « Vraiment ?» Antoine sortit le rapport ADN de sa poche. « Alors, explique-moi ça. Chloé est ma fille, maman. Ma fille que tu m'as volée il y a 29 ans. » Gabriel lâcha l'écrin, qui tomba sur le parquet avec un bruit mat. « Quoi ? Ta grand-mère a manipulé Marie pour qu'elle disparaisse, » continua Antoine. « Elle lui a fait croire qu'elle était malade, contagieuse, qu'elle risquait de nous tuer tous. »« Ce n'est pas vrai, » protesta Geneviève. « C'est elle qui est partie. Elle t'a abandonné. Mensonge. » Marie s'avança, tremblante de colère. « Vous m'avez envoyé un faux médecin. Vous m'avez montré de fausses analyses.
Vous m'avez terrorisée avec vos histoires de maladie. Gabrielle regardait alternativement Chloé et son père, horrifié. Chloé est ma sœur, ta demi-sœur, confirma Antoine, et tu étais sur le point de lui offrir un bracelet de fiançailles. Le jeune homme chancela, se raccrochant au dossier d'un fauteuil. Non, ce n'est pas possible. Je l'aime. Gabrielle, Chloé s'approcha de lui, les larmes aux yeux. Je suis désolée. Si j'avais su, tu savais. Il recula comme si elle l'avait frappé. Tu savais, et tu ne m'as rien dit. Je l'ai appris hier, j'ai essayé de t'éviter, mais je quoi? J'ai insisté comme un imbécile. Gabrielle éclata d'un rire hystérique. J'ai failli épouser ma propre sœur. Geneviève profita de la confusion pour se glisser vers son bureau. Elle ouvrit discrètement le tiroir secret et saisit la clé du coffre-fort. « Où vas-tu, maman ?» Antoine l'avait remarqué. « Nulle part, Tu vas détruire les preuves, comme tu l'as fait pendant 29 ans. » Geneviève se redressa, retrouvant soudain sa prestance. « J'ai agi pour le bien de cette famille. Cette femme aurait détruit notre lignée. Notre lignée. » Antoine la rejoignit près du bureau. « Tu parles de quoi? De notre argent, de notre nom, de notre honneur. » Geneviève frappa du poing sur le bureau. « Les Bellamy ne se mélangent pas avec la domesticité. » La domesticité. Marie s'approcha à son tour. « Vous parlez de moi comme d'un animal. J'étais jeune, pauvre, mais j'aimais votre fils. L'amour. » Geneviève cracha le mot. « Qu'est-ce que tu connaissais à l'amour? Tu voulais notre argent. » Je n'ai jamais rien demandé. Marie était livide de rage. J'aurais suivi Antoine au bout du monde, même sans un sou. Antoine ouvrit violemment le tiroir du bureau et en sortit la clé. 29 ans que je me demande pourquoi tu gardais ce coffre-fort dans ton salon. Qu'est-ce qu'il y a dedans, maman? Antoine, non. Mais il se dirigeait déjà vers le mur où était encastré le coffre. Geneviève se jeta sur lui pour l'arrêter. Mais Marie l'intercepta. Laissez-le. Marie tenait fermement Geneviève par les poignets. Laissez-le découvrir vos mensonges. Antoine composa la combinaison, la date de naissance de Gabrielle. Le coffre s'ouvrit dans un déclic métallique. Mon Dieu, il découvrit des liasses de lettres attachées par des rubans. Mes lettres. Toutes les lettres que j'ai écrites à Marie. Il prit une poignée d'enveloppes, toutes adressées à Marie Delmas, toutes non ouvertes. J'en ai écrit une par semaine pendant 5 ans, murmura-t-il. Tu les as toutes interceptées. Antoine. Geneviève s'affaissa dans un fauteuil. Je voulais te protéger. Me protéger. Il continua à fouiller le coffre. Et ça, il sortit une liasse de documents. Les faux rapports médicaux, les certificats falsifiés, la fausse carte d'identité de Paul Garnier. Tout est là. Il brandissait les preuves. Toute ta conspiration, même ton journal. Gabrielle s'empara du carnet de cuir rouge, d'une main tremblante. Il lut à voix haute. 15 mai 1996. Opération réussie. La petite a mordu à l'hameçon. Rousseau a joué son rôle à la perfection. Elle devrait partir demain. Continue, ordonna Antoine. 20 mai 1996. Antoine fait une dépression, tant mieux. Il oubliera plus vite. J'ai brûlé sa dernière toile d'aile. Gabrielle lâcha le carnet. Dégoûtée. Grand-mère, comment as-tu pu? Geneviève se recroquevilla dans son fauteuil. Je protégeais notre famille, nos traditions. Nos traditions. Gabrielle éclata. Tu as détruit 3 vies. Tu m'as fait tomber amoureux de ma propre sœur. Je ne pouvais pas savoir que quoi? Que tes mensonges finiraient par exploser. Antoine ramassa tous les documents. 29 ans, maman. 29 ans que Marie et moi aurions pu vivre ensemble. 28 ans que j'aurais pu élever ma fille. Chloé, qui était restée silencieuse, s'approcha de Geneviève. La vieille femme leva vers elle des yeux embués de larmes. « Vous avez volé ma famille, » dit simplement Chloé. « Vous m'avez volé mon père. Vous avez volé à maman l'homme qu'elle aimait. Et maintenant, vous avez failli faire de moi une meurtrière. Une meurtrière. Si j'avais épousé Gabrielle sans savoir, si nous avions eu des enfants, » Chloé frissonna. « Vous savez ce que ça aurait donné ?» Geneviève ferma les yeux. Elle réalisait enfin l'ampleur de ses crimes. « Je suis fatiguée, » murmura-t-elle. « Si fatiguée. » Antoine rangea tous les documents dans une sacoche. « Ces preuves vont à la police. Faux et usage de faux. Chantage. Manipulation. Papa. Non. » Gabrielle se redressa soudain. « Elle est malade. »
Regarde-la. » Effectivement, Geneviève semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques minutes. Sa respiration était laborieuse. Ses mains tremblaient. « Le médecin » haleta-t-elle. « Appelez le médecin. » Mais avant que quiconque n'ait pu réagir, elle s'effondra. Château Bellamy. 2 heures plus tard, l'ambulance venait de repartir, emmenant Geneviève vers l'hôpital. Le médecin urgentiste avait diagnostiqué un infarctus léger, compliqué par un état de choc émotionnel. Elle était hors de danger, mais son état restait préoccupant. Dans le grand salon, Antoine, Marie, Chloé et Gabriel étaient assis en silence. Encore sous le choc des révélations, les documents du coffre-fort étaient étalés sur la table basse, témoins accablants de 29 ans de manipulation. Elle savait qu'elle était malade, murmura Gabriel en feuilletant le journal de sa grand-mère. « Regardez cette entrée du mois dernier. Le cancer progresse. Les médecins me donnent 6 mois. Il faut que je protège Gabriel avant de partir. 6 mois. » Antoine leva les yeux. « Elle est en train de mourir. Cancer du pancréas, stade terminal. » Gabriel referma le carnet. Elle ne voulait pas qu'on le sache. Même moi, elle ne m'avait rien dit. Chloé regardait les photos éparpillées sur la table. Elle et Gabriel, lors de leur déjeuner, prises à leur insu par un détective privé, sa grand-mère les faisait surveiller depuis le premier jour. Elle avait tout prévu, dit-elle d'une voix blanche. Même notre rapprochement. Gabriel se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre. Comment j'ai pu être aussi aveugle? Tous ces encouragements, ces conseils pour te séduire. Elle voulait que je tombe amoureux de toi. Pourquoi? Marie, qui avait gardé le silence depuis l'arrivée des secours, posa enfin la question qui les hantait tous. Pourquoi nous infliger ça? Antoine prit une des lettres qu'il avait écrites à Marie et ne l'ouvrit. Sa propre écriture, vieille de 27 ans, le narguait. « Ma chérie, cela fait 6 mois que tu es partie. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Si tu lis cette lettre, s'il te plaît, reviens. Nous trouverons une solution, ensemble. » Il leva les yeux vers Marie. « Je t'ai écrit ça le jour de mes 24 ans. Je ne l'ai jamais reçu, » murmura Marie, les larmes aux yeux. Aucune d'entre elles. Antoine désigna la pile d'enveloppes. 187 lettres en 5 ans, toutes interceptées. Gabriel se retourna vers eux. « Il y a autre chose, dans le coffre, une lettre que vous n'avez pas vue. » Il sortit une enveloppe jaunie. Différente des autres, l'écriture était féminine, l'encre pâlie par le temps. C'est l'écriture de maman, reconnut immédiatement Chloé. Marie pâlit. Qu'est-ce que c'est? Gabriel tendit la lettre à Antoine. Lisez. Antoine ouvrit l'enveloppe avec des gestes tremblants. La lettre était datée du 20 juin 1996, 1 mois après la fuite de Marie. Mon amour, commença-t-il à voix haute. Si tu lis cette lettre, c'est que le pire est arrivé. J'écris ces mots depuis Brive-la-Gaillarde, où je me cache depuis 1 mois. Je sais maintenant que le médecin qui m'a examiné était un imposteur. J'ai appelé plusieurs hôpitaux. Aucun docteur Moreau n'existe. J'ai été piégée. Marie porta la main à sa bouche, horrifiée. J'ai écrit ça. Je suis enceinte de 4 mois maintenant. Notre enfant grandit en moi. Et chaque jour, je regrette de t'avoir quitté. Mais je ne peux pas revenir. Si ta mère a été capable de monter une telle mascarade pour nous séparer, que ne ferait-elle pas à notre enfant? Je préfère l'élever loin de toi, plutôt que de risquer qu'elle lui fasse du mal. Maman. Chloé s'agenouilla près de Marie. Tu avais tout compris dès le début. Au bout d'1 mois, oui, mais il était trop tard. Marie pleurait silencieusement. J'avais si peur de ce que ta grand-mère pourrait faire à toi, à nous. Antoine continua la lecture. J'espère qu'un jour, quand notre enfant sera assez grand pour se défendre, nous pourrons nous retrouver. En attendant, sache que je t'aime et que je t'aimerai toujours. Prends soin de toi, Marie. Un silence de plomb s'abattit sur le salon. Gabriel était livide. Elle l'a gardée, murmura-t-il. Grand-mère a gardé cette lettre pendant 29 ans. Elle savait que Marie avait découvert la vérité. Et elle n'a rien dit. Pire que ça, ajouta Antoine en retournant l'enveloppe. Regardez. Au dos de l'enveloppe, une note griffonnée de la main de Geneviève. Reçue le 25 juin 1996, Antoine ne doit jamais voir ça. GB. Elle a reçu cette lettre 3 jours après que tu l'aies postée, dit Antoine à Marie. Elle savait que tu étais prête à revenir, que tu m'aimais toujours, et elle a préféré nous laisser souffrir. Gabriel se dirigea vers le bar et se servit un whisky d'une main tremblante. Vous savez ce qui est le plus horrible dans tout ça? Quoi? Demanda Chloé.
Elle avait raison sur un point. Il but une gorgée avant de continuer. « Je suis vraiment tombé amoureux de toi, éperdument. Et maintenant ?» Il eut un rire amer. « Maintenant, je dois apprendre à t'aimer comme une sœur. » Chloé se leva et s'approcha de lui. « Gabriel ?» ?»« Non. » Il recula. « Ne dis rien, s'il te plaît. J'ai besoin de temps pour digérer tout ça. » Le téléphone du château sonna. Simone entra discrètement. « Monsieur Antoine. » « L'hôpital, Madame la comtesse s'est réveillée. Elle demande à vous voir tous. » Hôpital Pitié-Salpêtrière, 23h30. Geneviève Bellamy était allongée dans son lit de réanimation, reliée à plusieurs machines. Le masque à oxygène dissimulait en partie son visage creusé, mais ses yeux restaient vifs et intelligents. Quand elle vit entrer Antoine, Marie, Chloé et Gabriel, elle ferma les yeux un instant, comme pour puiser des forces. L'infirmière retira le masque à oxygène. « Pas plus de 10 minutes, » prévint-elle. « Elle est très faible. » Geneviève regarda longuement Marie, puis Chloé, enfin Gabriel et Antoine. « J'ai fait quelque chose de terrible, » murmura-t-elle d'une voix rauque. « Nous savons, » répondit simplement Antoine. « Non. » Elle secoua faiblement la tête. « Vous ne savez pas tout. » D'un geste pénible, elle désigna son sac à main sur la table de chevet. « Gabriel, dans mon sac, un autre document. » Gabriel fouilla dans le sac de crocodile et en sortit une enveloppe scellée. « Qu'est-ce que c'est ?»« Mon testament. » Geneviève ferma les yeux. « Je savais que mon mensonge finirait par éclater. Alors j'ai tout préparé. » Antoine prit l'enveloppe et l'ouvrit. Il parcourut rapidement le document, ses yeux s'écarquillant de surprise. « Maman, qu'est-ce que ça veut dire ?»« Lis à voix haute, » ordonna Geneviève. « Je, Geneviève Bellamy, saine de corps et d'esprit, lègue l'intégralité de ma fortune personnelle, soit 80 millions d'euros, à Marie Delmas et à sa fille Chloé Garnier, en réparation du préjudice que je leur ai causé. » Marie chancela. « 80 millions. Par ailleurs, » continua Antoine, « je demande à mon fils Antoine de transformer le Bellamy Groupe financier en fondation d'aide aux mères célibataires, en mémoire de toutes les Maries de ce monde que j'ai contribué à détruire. » Geneviève ouvrit les yeux et regarda Marie. « C'est tout ce que je peux faire, racheter ma faute. Votre argent ne nous rendra pas ces 29 années perdues, » répondit Marie avec dignité. « Je sais. » Une larme coula sur la joue flétrie de Geneviève. « Mais peut-être que ça aidera d'autres femmes, d'autres enfants. » Gabriel s'approcha du lit de sa grand-mère. « Pourquoi, grand-mère? Pourquoi nous avoir fait ça? »« Parce que j'ai eu peur, » avoua-t-elle. « Peur de perdre notre rang social. Peur de voir notre nom sali. Peur que tu ne m'aimes plus si tu découvrais que ton père avait épousé une domestique. » Elle regarda Chloé. « J'ai eu peur de toi, petite fille. Peur que tu prennes ma place dans le cœur de Gabriel. »« Vous vous trompez, » dit doucement Chloé. « L'amour ne se divise pas. Il se multiplie. » Geneviève sourit faiblement. « Tu es exactement comme ta mère au même âge. Belle, intelligente, généreuse. » Elle tourna les yeux vers Antoine. « Tu as eu raison de l'aimer. » L'infirmière revint. « Il faut qu'elle se repose maintenant. » Geneviève saisit la main de Gabriel. « Mon petit-fils, pardonne-moi, je t'ai volé ta sœur. » Gabriel serra la main décharnée. « Grand-mère, prends soin d'elle, prends soin de ta nouvelle famille. » Elle ferma les yeux. « Et surtout, apprenez-leur à aimer sans condition. » Ils sortirent en silence de la chambre. Dans le couloir de l'hôpital, sous les néons froids, ils se regardèrent, unis pour la première fois par la vérité. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Chloé. Antoine prit la main de Marie, celle de sa fille. Gabriel, après une hésitation, posa sa main sur leurs mains jointes. « Maintenant, » dit Antoine, « nous apprenons à être une famille. » Hôpital Pitié-Salpêtrière, 3 jours plus tard le Drer. Martineau referma le dossier médical de Geneviève avec un soupir. Antoine, Marie et Chloé étaient assis dans son bureau, attendant le verdict avec anxiété. « L'état de votre mère s'est stabilisé, » annonça-t-il. « Mais le cancer a considérablement progressé. Avec le choc émotionnel de ces derniers jours, je dirais quelques semaines, 1 mois tout au plus. » Antoine acquiesça gravement. « Elle le sait. Elle s'en doute. C'est une femme intelligente. » Le médecin se pencha en avant. « Monsieur Bellamy, elle demande à vous voir, seule, cette fois. »
Chambre de Geneviève. Geneviève avait maigri de façon spectaculaire en 3 jours. Ses cheveux blancs étalés sur l'oreiller encadraient un visage émacié, mais ses yeux conservaient cette flamme qui l'avait toujours caractérisée. « Antoine ?» Sa voix n'était plus qu'un murmure. « Assieds-toi. » Il approcha la chaise du lit, troublé de voir sa mère si fragile. Malgré tout ce qu'elle avait fait, elle restait la femme qui l'avait élevée, qui l'avait consolée dans ses chagrins d'enfant. « J'ai quelque chose à te donner. » Elle désigna péniblement le tiroir de sa table de chevet. Un dernier secret. Antoine ouvrit le tiroir et y trouva une clé ancienne, ornée d'un ruban rouge. Qu'est-ce que c'est? La clé du grenier du château. Derrière le portrait de ton arrière-grand-père, il y a un coffre. Encore des documents. Non. Un sourire nostalgique éclaira brièvement son visage. Tes toiles, toutes celles que tu as peintes de Marie, je les ai sauvées. Antoine sentit sa gorge se serrer. Tu m'avais dit que tu les avais brûlées. J'ai menti, je n'arrivais pas à les détruire. Elles étaient si belles, si pleines d'amour. Elle ferma les yeux. Il y en a 15 toiles où tu as peint ton bonheur avec elles. Maman, mots, et il y a autre chose. Elle rouvrit les yeux avec difficulté. Dans le même coffre, une lettre, une vraie lettre, cette fois, que j'ai écrite il y a 10 ans, quand j'ai appris que j'étais malade. Une lettre. Mes excuses. Mes vraies excuses. Pas celles dictées par la mort qui approche, mais celles d'une femme qui a eu 10 ans pour réfléchir à ses erreurs. Antoine serra la clé dans sa main. Pourquoi maintenant? Parce que je veux que Marie sache que malgré ma cruauté, malgré ma méchanceté, sa voix se brisa. Je veux qu'elle sache que je reconnaissais sa valeur, qu'au fond de moi, j'ai toujours su qu'elle était digne de toi. Château Bel-Ami, le soir même, Gabriel n'était pas rentré au château depuis la révélation. Il avait pris une chambre d'hôtel près de Bastille, fuyant les lieux qui lui rappelaient son amour impossible pour Chloé. Antoine l'avait appelé plusieurs fois, sans succès, dans le grenier du château. Antoine, Marie et Chloé découvrirent le trésor caché par Geneviève. Les 15 toiles étaient parfaitement conservées, protégées par des housses de soie. Chacune racontait un moment de bonheur entre Antoine et Marie, leur promenade dans le parc, leur conversation près de l'étang, leur baiser volé dans l'atelier de peinture. « Mon Dieu !» murmura Marie, en découvrant un portrait d'elle enceinte. « Je ne me souvenais pas de cette séance. Décembre 1995, dit Antoine. Tu ne voulais pas poser. Tu disais que tu étais trop grosse, mais tu étais radieuse. » Chloé contemplait les toiles avec émotion. Ses œuvres témoignaient de l'amour de ses parents, de cette période de bonheur qu'elle n'avait jamais connue. « Il faut les exposer, » dit-elle soudain, « au musée que nous allons créer avec l'héritage de Geneviève. » Antoine trouva la lettre de sa mère dans le coffre. L'enveloppe portait l'inscription « Pour Marie, quand tout sera fini. » Marie ouvrit l'enveloppe d'une main tremblante et lut silencieusement. Ses yeux se remplirent de larmes. « Qu'est-ce qu'elle dit ?» demanda Chloé. « Elle me demande pardon. » Marie essuya ses joues. Elle dit qu'elle a détruit nos vies par orgueil et par peur, qu'elle a passé 29 ans à regretter son geste et qu'elle espère que notre amour survivra à sa haine. Elle écrit autre chose. Marie continua sa lecture. « Je vous ai observé de loin, Marie. J'ai vu comment vous avez élevé Chloé seule. Dans la dignité et l'amour, j'ai vu que vous n'avez jamais cherché à vous venger, jamais essayé de monter ma famille contre moi. Vous êtes la femme que je n'ai jamais réussi à être, forte sans être cruelle, fière sans être orgueilleuse. Hôtel République. » Chambre de Gabriel. Gabriel fixait le plafond depuis des heures, incapable de trouver le sommeil. Son téléphone affichait 23 appels manqués d'Antoine, 12 de Chloé et même 3 de Marie. Mais il n'arrivait pas à décrocher. Comment regarder Chloé en face maintenant? Comment faire semblant que ses sentiments avaient disparu par magie? Il l'aimait encore, malgré la vérité révélée. Et cette culpabilité le rongeait. Un coup à la porte le fit sursauter. Il regarda par l'œilleton et vit Marie dans le couloir. « Gabriel, je sais que vous êtes là. Il faut qu'on parle. » Il ouvrit la porte à contre-cœur. Marie entra dans la chambre modeste, si différente du luxe auquel Gabriel était habitué. « Comment m'avez-vous trouvé ? » ?»« Votre père. » Elle s'assit sur l'unique chaise. « Gabriel, regardez-moi. » Il leva les yeux vers elle. Et Marie fut frappée par sa ressemblance avec Antoine au même âge. Cette vulnérabilité, cette souffrance qui transparaissait malgré ses efforts pour la cacher. « Je sais ce que vous ressentez, » dit-elle doucement. « Non. » Il se leva d'un bond.
Vous ne pouvez pas savoir. J'ai failli. Nous avons failli. Mais vous ne l'avez pas fait. Marie se leva à son tour. Gabriel, vous n'êtes responsable de rien. Votre grand-mère a manipulé vos sentiments comme elle a manipulé nos vies. Je l'aimais, explosa-t-il. Je l'aime encore. Comment je vais faire pour oublier ça? Vous n'oublierez pas. Marie posa une main maternelle sur son épaule. Mais vous apprendrez à transformer cet amour. Chloé a besoin d'un grand frère. Gabriel, pas d'un amoureux éconduit. Gabriel s'effondra sur le lit, la tête entre les mains. C'est au-dessus de mes forces. Non. Marie s'assit près de lui. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Et vous n'êtes pas seul. Nous sommes une famille maintenant. Qu'on le veuille ou non. Château Bel-Ami, minuit Antoine, regardait Marie dormir dans l'ancienne chambre de ses parents. Après 29 ans de séparation, ils avaient choisi de prendre les choses lentement, de réapprendre à se connaître. Mais la tendresse était intacte. L'amour plus fort que jamais, son téléphone vibra. Un message de Gabriel. J'arrive demain. On a des choses à construire ensemble. Antoine sourit et éteignit la lumière, pour la première fois depuis des décennies. L'avenir lui paraissait lumineux. Hôpital, 3 semaines plus tard, Geneviève Bel-Ami s'éteignit par une douce matinée de printemps, entourée d'Antoine, Gabriel, Marie et Chloé. Ses derniers mots furent pour sa petite fille adoptive « Pardonne-moi, ma belle enfant, et sois heureuse ». Les funérailles eurent lieu dans l'intimité, quelques amis de la famille, les employés du château, et cette famille recomposée qui avait émergé des cendres du mensonge. Gabriel avait repris sa place au château. Mais ses relations avec Chloé restaient distantes. Poli, il suivait une thérapie pour apprendre à gérer ses sentiments, déterminé à reconquérir sa sœur. Mais en tant que frère cette fois, devant la tombe de Geneviève, Marie déposa une rose blanche. « Pourquoi » demanda Antoine. « Après tout ce qu'elle nous a fait, parce qu'elle nous a donné Gabriel », répondit Marie simplement. « Et parce que la haine ne sert à rien. » Château Bel-Ami, grenier le soir même, ils retrouvèrent le portrait original de Marie, celui qu'Antoine conservait dans son bureau, mais en l'examinant attentivement pour le restaurer, Chloé remarqua quelque chose d'étrange. « Papa, regardez derrière le cadre, il y a quelque chose qui dépasse. » Antoine retourna délicatement le tableau, coincé entre la toile et le cadre. Une enveloppe jaunie apparut. « Encore une lettre de Geneviève ?» demanda Marie. Antoine ouvrit l'enveloppe et en sortit une feuille couverte de l'écriture de Marie. Il lut en silence, puis leva des yeux humides vers la femme qu'il aimait. « C'est de toi, une lettre que tu m'as écrite juste avant de partir. » Marie pâlit. « Je ne me souviens pas. Mon amour, quand tu liras ces mots, je serai partie. Mais sache que si je fuis, c'est pour te protéger, pour protéger notre enfant. Je t'aime plus que ma propre vie. Et c'est pour cela que je dois disparaître. Un jour, j'espère, la vérité éclatera et nous pourrons nous retrouver. En attendant, garde-moi dans ton cœur comme je te garderai dans le mien. Pour toujours, Marie. » Les larmes coulaient librement sur le visage de Marie. Je l'avais glissée derrière le tableau le soir de mon départ. J'espérais que tu la trouverais un jour. Ta grand-mère l'avait trouvée, murmura Gabriel, et elle l'avait gardée. Encore une preuve de votre amour qu'elle avait caché. Ils restèrent silencieux un moment, mesurant l'ampleur de la manipulation dont ils avaient été victimes. Puis Antoine prit Marie dans ses bras. « Plus jamais, » murmura-t-il. « Plus jamais nous ne serons séparés. » 6 mois plus tard, mairie du 16e arrondissement de Paris, le soleil de septembre filtrait à travers les hautes fenêtres de la salle des mariages. Marie Delmas, dans une robe de soie ivoire qu'elle avait confectionnée elle-même, se tenait face à Antoine Bel-Ami, à 62 ans. Elle rayonnait d'un bonheur qu'elle croyait à jamais perdu. « Acceptez-vous, Marie Delmas, de prendre pour époux Antoine Bel-Ami ?»« Ici présent ?» demanda le maire. « Oui », répondit-elle d'une voix claire, les yeux fixés sur l'homme qu'elle n'avait jamais cessé d'aimer. « Et vous, Antoine Bel-Ami, acceptez-vous de prendre pour épouse Marie Delmas ?»« Ici présente. »« Oui. » Antoine glissa l'alliance au doigt de Marie, ce geste qu'il avait rêvé de faire pendant 29 ans. Pour le meilleur et pour le pire. Cette fois pour de bon. Chloé, radieuse dans sa robe de témoin, essuya une larme à ses côtés. Gabriel souriait, sincèrement heureux pour son père. Les mois de thérapie avaient porté leurs fruits. Il avait appris à voir en Chloé la sœur qu'il n'avait jamais eue,
plutôt que la femme qu'il ne pourrait jamais avoir. Je vous déclare unis par les liens du mariage. » Les applaudissements résonnèrent dans la petite assemblée. Simone, la fidèle gouvernante, pleurait de joie. Quelques amis proches, les employés du château, et cette famille enfin réunie célébrait un amour qui avait traversé les décennies. Château Bellamy, jardin d'hiver. La réception se déroulait dans l'intimité. Marie avait insisté pour une cérémonie simple. À l'image de leur amour, authentique et sans artifice, les tables étaient dressées dans le jardin d'hiver du château, celui-là même où Antoine avait peint ses premiers portraits de Marie. Un discours, réclamèrent les invités. Quand Antoine se leva, « Je ne suis pas doué pour les discours », commença-t-il en prenant la main de sa femme. « Mais il y a des choses qu'il faut dire. » Il regarda successivement Marie, Chloé, puis Gabriel. « Il y a 6 mois, j'étais un homme brisé. J'avais construit ma vie sur un mensonge, élevé mon fils dans l'ignorance, et perdu la femme que j'aimais, aujourd'hui. » Sa voix se brisa légèrement. « Aujourd'hui, j'ai retrouvé mon âme sœur, découvert une fille extraordinaire et réappris ce que signifie être une famille. » Il leva son verre. « À Marie, qui m'a pardonné, à Chloé, qui m'a accepté, à Gabriel, qui a trouvé la force de reconstruire avec nous, et à Geneviève, » il marqua une pause, « qui, par ses erreurs mêmes, nous a appris la valeur du pardon. » Fondation Bellamy. 3 mois plus tard, l'ancien siège du Bellamy Groupe financier avait été transformé en centre d'accueil pour mères célibataires. Chloé, nommée directrice, accueillait sa première bénéficiaire. Amélie, 19 ans, enceinte de 6 mois, et chassée par sa famille. « Madame Bellamy, » dit timidement la jeune fille, « on m'a dit que vous pourriez m'aider. » Chloé sourit en entendant son nouveau nom. « Bien sûr, c'est exactement pour ça que nous sommes là. » Elle fit visiter à Amélie l'appartement qui lui était destiné, 2 pièces lumineuses, une cuisine équipée, une chambre préparée pour le bébé. « C'est gratuit ?» demanda Amélie, incrédule. « Entièrement. Formation professionnelle, garde d'enfants, aide juridique. Nous vous accompagnons jusqu'à ce que vous soyez autonome. » « Pourquoi faites-vous ça ?» Chloé pensa à sa mère, à toutes ces années de galère, à cette solitude qu'elle avait partagée, parce que personne ne devrait élever son enfant dans la peur et la précarité, parce que l'amour d'une mère et la détermination d'une femme valent tous les soutiens. Amélie éclata en sanglots de soulagement. Chloé la prit dans ses bras, émue. « Tout va bien se passer maintenant. Vous n'êtes plus seule. » Musée Bellamy des Beaux-Arts. Inauguration, l'ancienne aile du château avait été transformée en musée. La salle principale abritait les 15 toiles qu'Antoine avait peintes de Marie. Restaurée avec un soin infini, le portrait originel trônait au centre, accompagné de la plaque que Chloé avait fait graver, « À l'amour qui survit à tous les mensonges », collection Antoine Bellamy, 1996-2025, don de la famille Bellamy à la mémoire de tous les amours séparés par l'orgueil et retrouvés par la vérité. Gabriel guidait la visite d'inauguration. En quelques mois, il avait trouvé sa voie dans la gestion culturelle, loin des affaires financières qui ne l'avaient jamais passionné. Cette collection unique, expliquait-il aux journalistes, témoigne d'un amour véritable, celui de mes parents, mais elle symbolise aussi tous les couples que les préjugés et les conventions sociales ont brisés. Une journaliste leva la main. « Monsieur Bellamy, comment votre famille a-t-elle surmonté le scandale de ces révélations ?» Gabriel échangea un regard avec Chloé, présente dans l'assistance. « Il n'y a pas eu de scandale, » répondit-il calmement. « Il y a eu de la souffrance, des erreurs, des pardons, et finalement, une famille qui s'est retrouvée. » Appartement de Marie et Antoine. 1 an plus tard, Marie et Antoine avaient choisi de vendre le château. Trop chargés de souvenirs douloureux, ils vivaient maintenant dans un appartement lumineux du 7e arrondissement, non loin de la Fondation. « Regarde », dit Marie en montrant à Antoine le journal du matin. « Un article sur notre Fondation. » Antoine lut par-dessus son épaule. 1 an après sa création, la Fondation Bellamy a déjà aidé 347 mères célibataires à se reconstruire. Un modèle de philanthropie moderne. « Tu es fier ?» demanda-t-il. « Immensément. » Marie se blottit contre lui. « Chloé transforme notre histoire douloureuse en espoir pour d'autres. C'est le plus beau cadeau qu'elle pouvait nous faire. » Le téléphone sonna. Gabriel, papa, maman, il avait pris l'habitude d'appeler Marie ainsi, comblant le vide laissé par la mort de sa mère biologique. « J'ai une nouvelle. Bonne ou mauvaise ?»
demanda Antoine. Excellente. Le Louvre veut acquérir 3 toiles pour sa collection permanente. Marie et Antoine se regardèrent, émus. Les toiles de leur amour allaient rejoindre les chefs-d'œuvre de l'humanité. Fondation Bellamy, bureau de Chloé. Chloé terminait sa journée quand on frappa à sa porte. Une jeune femme enceinte se tenait dans l'embrasure, l'air désespéré. « Excusez-moi, on m'a dit que vous aidiez les femmes comme moi. » « Bien sûr. » Chloé se leva et l'invita à s'asseoir. « Comment vous appelez-vous ?»« Manon, Manon Dubois. J'ai 22 ans. Je suis enceinte de 4 mois, le père. » Elle baissa les yeux. Le père m'a dit qu'il ne voulait pas d'enfant et qu'il ne me reverrait jamais. Chloé sentit son cœur se serrer. Cette histoire lui rappelait douloureusement celle de sa mère. « Manon, regardez-moi. » Elle prit les mains de la jeune femme. « Ce qui vous arrive ne définit pas votre valeur ni celle de votre enfant. Vous allez vous en sortir. Nous allons vous aider. Vraiment, vraiment. » Chloé sourit. « Savez-vous que ma mère a vécu exactement la même situation il y a 29 ans? Elle a élevé sa fille seule, dans la pauvreté, mais avec tant d'amour que cet enfant est devenu, eh bien, moi. » Manon esquissa un sourire. « Et maintenant, ma mère est heureuse, mariée à l'homme qu'elle a toujours aimé. Parfois, la vérité met du temps à éclater, mais elle finit toujours par arriver. » Chloé se dirigea vers son bureau et en sortit un dossier. « Voici ce que nous allons faire pour vous, Château Bellamy, cimetière familial. » 2 ans plus tard, la famille se retrouvait chaque année sur la tombe de Geneviève pour l'anniversaire de sa mort, non par obligation, mais par nécessité, pour se rappeler d'où ils venaient, les erreurs qu'ils avaient évité de reproduire. Cette année, ils étaient accompagnés d'un petit garçon de 2 ans aux cheveux blonds et aux yeux verts, le fils de Gabriel et de Margot, une restauratrice d'art qu'il avait rencontrée au musée, un amour sain, construit sur la vérité. « Papa », dit le petit Thomas en tirant sur la manche de Gabriel. « Pourquoi on vient voir la dame dans la terre ? Parce qu'elle faisait partie de notre famille, bonhomme, et qu'il faut se souvenir de tout le monde, même de ceux qui ont fait des erreurs. » Marie déposa des fleurs sur la tombe. « Elle nous a quand même donné Gabriel, » murmura-t-elle, « comme chaque année, et elle nous a appris l'importance du pardon, » ajouta Antoine. Chloé leva les yeux vers le ciel automnal. « Maman, tu crois qu'elle a trouvé la paix ? J'en suis sûre. » Marie serra la main de sa fille. « L'amour finit toujours par gagner, ma chérie. Toujours. » Ils repartirent en silence. Cette famille reconstruite sur les ruines du mensonge, derrière eux, la tombe de Geneviève portait une épitaphe simple, choisie par Gabriel. Elle a appris trop tard que l'amour ne se commande pas, mais qu'il se respecte. Épilogue 5 ans plus tard, la Fondation Bellamy était devenue un modèle européen. Chloé avait été nommée chevalier de l'Ordre du Mérite pour son action sociale. Le musée accueillait des milliers de visiteurs venus admirer cette histoire d'amour peinte au pinceau. Marie et Antoine coulaient des jours heureux. Rattrapant le temps perdu avec la patience de ceux qui ont failli tout perdre, Gabriel dirigeait un réseau de musées dédiés aux amours impossibles. Révélant au public des histoires semblables à celles de ses parents, un matin de printemps, Chloé reçut une lettre particulière. Une jeune femme, ancienne bénéficiaire de la fondation, lui annonçait qu'elle venait d'ouvrir son propre atelier de couture et qu'elle employait déjà 5 autres mères célibataires. Chloé sourit et rangea la lettre dans son tiroir spécial, celui qui contenait tous les témoignages de réussite, puis elle leva les yeux vers le portrait de ses parents jeunes, accroché dans son bureau. « Merci », murmura-t-elle, « car parfois, il faut traverser l'enfer du mensonge pour atteindre le paradis de la vérité et l'amour véritable, celui qui survit à toutes les épreuves. Mérite toujours qu'on se batte pour lui,